Canada. Je vous comprends, là, le bilinguisme, c'est pas le sujet le plus sexy. Mais ça fait 50 ans que le Canada se dit un pays bilingue. Puis honnêtement, on a juste à regarder l'actualité pour se rendre compte que c'est pas tout à fait le success story espéré. Est-ce que le bilinguisme au Canada, ça peut fonctionner? Ou bien est-ce que c'est un projet complètement irréaliste? Voici ce que je propose. Vous me donnez 1 heure pour faire le tour de la question puis essayer d'y comprendre quelque chose sans que ça devienne trop plate. OK? On commence. 1969, grosse année dans le monde. Woodstock bat son plein. Le Concorde fait son premier vol d'essai. Les Américains mettent le pied sur la Lune. La Chine poursuit sa révolution culturelle. Et nous, au Canada, on adopte la loi sur les langues officielles qui fait de l'anglais et du français les langues officielles du pays. Palpitant. Rappelons les faits saillants qui nous ont menés à ça. Jacques Cartier plus Samuel de Champlain égale la Nouvelle-France. Puis là, les Anglais débarquent et gagnent la bataille. Mais les Canadiens, je veux dire les francophones, disent « Wow, ça va faire l'assimilation ». L'Acte de Québec de 1774 reconnaît certains droits aux francophones. Presque 200 ans plus tard, dans les années 60, ça marche plus. On a l'impression que le pays est en train de s'effondrer. Et tout ça, c'est lié au fait qu'au Québec, il y a un mouvement d'affirmation de l'identité canadienne-française à l'époque devenue québécoise, sans précédent. On associe l'identité canadienne-française à une identité de personnes qui sont dominées, opprimées. Les études démontrent que les francophones sont les plus bas dans l'échelle. Si les francophones sont frustrés, les Canadiens anglophones, eux, cherchent à se démarquer culturellement des Britanniques et des Américains. Donc, on cherche l'essence canadienne et on se dit, il y a peut-être quelque chose de particulier qu'on a avec cette dualité linguistique et c'est peut-être ça, le caractère distinct du pays. En 1962, André Laurendeau, rédacteur en chef du journal Le Devoir, dit à peu près ceci, que les francophones en ont assez d'être des citoyens de deuxième classe et de ne pas avoir les mêmes opportunités que leurs concitoyens anglophones. Il suggère qu'on mette sur pied une commission pour étudier le mécontentement des Québécois et l'opinion des Canadiens coast to coast sur le bilinguisme. À Ottawa, le premier ministre Lester B. Pearson sent la soupe chaude et puis il dit « OK, tu veux une commission? On va faire une commission. » C'est à ce moment que naît la Commission Laurendeau-Dunton ou Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme. Pearson va nommer 10 commissaires qui doivent représenter la mosaïque et la complexité canadienne. Donc, on a des commissaires francophones, des commissaires anglophones et des commissaires qui représentent aussi les autres groupes ethniques. Tout ça forme l'équipe, parfois dysfonctionnelle, de la commission qui va débattre pendant ces années-là sur leur Canada idéal. Mais on s'entendait vraiment pas sur la forme que pourrait prendre le Canada bilingue. Puis, en 1968, arrive au pouvoir Pierre Elliott Trudeau, PET pour les intimes, qui réalise que les commissaires sont loin d'un consensus. Quand M. Trudeau est arrivé au pouvoir, évidemment, lui, il n'aimait pas trop les nationalistes du Québec. Il y avait une vision du Canada où le français et l'anglais devraient pouvoir rayonner d'est en ouest sans aucun problème. C'est-à-dire, M. Trudeau incarnait, lui, cette identité bilingue. Et il y avait une conception, lui, de l'individu. Le Canadien, c'est un individu qui devait pouvoir passer d'une langue à l'autre selon le contexte et qui devrait pouvoir s'épanouir en tant qu'individu. Les commissaires Laurendeau et Dunton, à l'époque, avaient recommandé que le Canada devienne un pays officiellement bilingue et que l'Ontario, le Nouveau-Brunswick et le Québec se déclarent officiellement bilingues, donc la fameuse ceinture bilingue. Le gouvernement Trudeau adopte la loi sur les langues officielles, ce qui nous rend officiellement bi? Je pense que ça, c'est un mythe de la loi sur les langues officielles, de dire parce qu'on a une loi sur les langues officielles, du coup, ça fait du Canada un pays bilingue. C'est vrai que pour la majorité, la loi sur les langues officielles a absolument strictement rien changé. La majorité francophone au Québec et anglophone à l'extérieur du Québec, d'ores et déjà, avaient accès à des services du gouvernement fédéral dans la langue officielle de leur choix. C'est vraiment pour les minorités où ça a changé quelque chose. Si on parle du 50e anniversaire de la loi sur les langues officielles, c'est surtout de souligner le moment où on a affirmé dans l'espace public canadien que les deux langues avaient un statut égal. Et ça, c'était quand même à l'époque une symbolique forte.
Si nous, on est confus, imaginez un étranger qui essaie de comprendre comment ça fonctionne. Le pays a 2 langues officielles, puis on peut être servi dans la langue de son choix, en théorie, pour tout ce qui relève du gouvernement fédéral, comme faire sa déclaration d'impôt ou renouveler son passeport. Mais la loi ne s'applique pas aux provinces, qui sont responsables de la santé, de l'éducation, de plein de choses qui nous affectent au quotidien. La loi va déclarer quand même que le français et l'anglais sont les 2 langues officielles du pays, et ça va entrer dans la façon dont les gens vont concevoir le Canada. Quand on pense aujourd'hui au Canada et quand on demande aux gens c'est quoi le Canada, ils vont dire mais c'est un pays bilingue et multiculturel. Si je vous dis bilinguisme, vous pensez à quoi? Bilinguisme, ça c'est ensemble. OK? Mais si je pense à dualité, ça c'est séparé. That's a hard one. I definitely think that there's a bit of a division on opinion. Moi, la première chose que je pense à, c'est juste le gouvernement fédéral, avoir les services en français ou en anglais. Quelque chose qui n'est pas universel au Canada. I mean, I think it's the way forward, really, for us. Pour moi, c'est d'abord un projet politique, puis ensuite, au point de vue personnel, c'est vraiment quelque chose qui me permet de travailler au jour le jour. Que c'est un atout d'être capable de parler en français et en anglais, d'être bilingue. Le concept de bilinguisme, pour moi personnellement, depuis que je suis arrivé au Canada, c'est le concept que pour un anglophone, il y a toujours un plan B. Pour moi, plutôt, ça évoque notre histoire, je dirais, de colonialisme, mais aussi une histoire dominée par une sensibilité européenne. Tu sais, j'ai jamais trop pensé à propos du bilinguisme au Canada. La plus simple réponse à la question, c'est compliqué. Selon le recensement de 2016, près d'1 Canadien sur 5 est bilingue. Le taux de bilinguisme anglais-français est passé d'environ 12 % en 1961 à pas tout à fait 18 % en 2016. Un gain de moins de 6 % en 55 ans. On avait pourtant de grandes ambitions et le but de la commission, c'était de rendre le pays bilingue. C'est du moins ce qu'on pourrait penser. Le but n'est pas d'encourager chaque citoyen à devenir bilingue. Le but est de créer les circonstances qui peuvent favoriser le bilinguisme des individus, mais un État bilingue, c'est un État qui assure l'épanouissement des groupes qu'il souhaite protéger. Comme on l'a dit, le but de la loi, c'était pas de rendre tout le monde bilingue, mais plutôt de permettre à tous les citoyens de mieux communiquer avec le gouvernement fédéral. Puis la loi prévoyait aussi la création d'un mécanisme de surveillance, un genre de chien de garde qu'on appelle le commissariat aux langues officielles. Son mandat, c'est de prendre toutes les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs de la loi. Égalité de l'anglais et du français au sein du gouvernement fédéral et de ses institutions, mais aussi dans la société canadienne. Puis le maintien et l'épanouissement des communautés linguistiques en situation minoritaire. Mais on connaît surtout le rôle d'ombudsman du commissaire, qui reçoit environ 1000 plaintes par année de la part de citoyens ou de fonctionnaires fédéraux. À titre d'exemple, en 2017-2018, un peu plus de la moitié des plaintes ont été traitées avec un rapport d'enquête formel. Mais au bout du compte, il y a juste les 3/4 des recommandations qui ont été complètement ou partiellement mises en œuvre. Il est où le commissaire aux langues officielles? Il est ici, dans ce magnifique immeuble de Gatineau. Est-ce que vous avez déjà fait des plaintes au commissaire aux langues officielles? Pas moi. Non. J'ai jamais apporté plainte. Je sais que des fois, c'est décevant. Tu penses que tu pourrais te faire servir dans ta langue, mais... Non, je n'ai jamais porté plainte. Porter plainte, c'est une démarche que Chloé Freinet-Gagné, une jeune Manitobaine, a complétée cette année. Donc, en fait, je pense que c'était le 6 mars dernier. J'étais à l'aéroport de Moncton. Si l'aéroport de Moncton est désigné bilingue, donc certaines obligations par rapport à ça. J'arrive à la sécurité et la dame qui m'accueille parle seulement anglais. Donc, je commence à lui parler en français. Je vois qu'elle ne comprend pas le français, donc je lui demande en anglais si je pouvais avoir des services en français. Et comme je lui demande en anglais, elle réalise, really, you can't speak English? Juste avec ce petit commentaire-là, je me suis sentie mal d'avoir demandé de faire revenir quelqu'un, mais vraiment, il ne faut pas qu'on se sente comme ça. Puis je pense que c'est ce message-là que je voulais faire passer. Et qu'est-ce que tu espères au bout de la ligne? J'espère juste que
les gens qui comprennent le poids de ces commentaires-là. Si je peux peut-être encourager les gens à ne pas avoir peur de demander leur service en français, puis c'est comme ça qu'on va améliorer les choses. J'ai toujours cru que j'étais chiac. Puis c'était important pour moi de l'être, français et anglais. Mais après avoir rencontré mon épouse qui venait du nord de la province, j'ai découvert du Francis Cabrel, le groupe sanguin, de la petite vie. Je n'aurais pas voulu vivre sans la petite vie. Donc, je suis fier d'être français. Mais moi, je suis acadienne, puis je suis très fière de l'être aussi, puis être canadienne aussi, là. Ça fait 50 ans que le Canada se dit un pays bilingue, où l'anglais et le français sont sur un pied d'égalité. On a encore des raisons d'en douter. Pensez par exemple à l'élection de Doug Ford en Ontario en 2018. Assez rapidement, le nouveau premier ministre a sorti sa hache pour couper dans les services en français. Et il y a le Nouveau-Brunswick, la seule province officiellement bilingue du pays. Le taux de bilinguisme anglais-français y est presque 2 fois plus élevé que la moyenne nationale. Normalement, ça devrait être l'endroit le plus bee-friendly au pays. Mais c'est plus compliqué que ça. Hi, sir. Bonjour. Do you want to answer to one quick question on the camera? Oh, I can't right now, guys. I got to post house work closed. Okay. Do you want to answer one quick question about bilingualism? What's up with it? No? Salut, Kevin. Hey! Ça va? Ça va? Ben oui. Je demande quelque chose pour faciliter la conversation. Parfait. Ou peut-être que ça va pas aider. Santé. Santé, pour ça, ouais. Fait que Kevin, moi, je m'en venais ici en me disant, tu sais, je vais être dans la capitale de la seule province officiellement bilingue du pays bilingue. Ouais. Ça va être la meilleure place pour le bilinguisme. Et depuis que je suis arrivé, j'ai comme l'impression que ça va pas si bien que ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, même après 50 ans de bilinguisme, il y a un problème. Kevin m'explique que malgré tous les efforts déployés jusqu'à ce jour, le Nouveau-Brunswick ne semble pas avoir réussi à vraiment intégrer les deux groupes linguistiques, que ce soit au niveau scolaire ou au niveau de l'emploi. Le problème, c'est-tu qu'on a des emplois qui demandent un bilinguisme ou c'est-tu qu'on ne réussit pas à bilinguiser assez de personnes? Puis moi, je suis très convaincu que le problème, c'est qu'on ne réussit pas à bilinguiser assez de personnes et donc c'est là qu'il faut travailler, c'est là qu'il faut se poser des questions, c'est là qu'il faut réfléchir. Kevin Arsenault est député du Parti vert du Nouveau-Brunswick pour Kent-Nord. Agriculteur, écologiste, militant acadien de longue date, c'est quelqu'un qui est reconnu pour pas mâcher ses mots à l'Assemblée législative. Le député de Kent-Nord. Je suis un Acadien. C'est ma culture, c'est à l'intérieur de moi, that's who I am. De voir qu'après 50 ans, on comprend pas encore ce qu'est la dualité. La dualité... C'est ça, parce qu'ici, tout le monde parle de dualité plutôt que de bilinguisme. C'est quoi la différence? La différence, ça dépend comment tu le prends. Il y a une différence, je dirais, il y a une différence sociale, après ça, il y a une différence légale, là. En gros, la dualité, ça veut dire que d'un côté, il y a un système francophone et de l'autre, un système anglophone, que ce soit en santé ou en éducation, par exemple. Alors que le bilinguisme, c'est un seul système où on peut être servi dans une langue ou dans l'autre. Parler du sujet du bilinguisme, là, c'est comme touché ici. Oui, c'est touché surtout depuis la dernière élection. New Brunswickers woke up today to political uncertainty following last night's election. No party secured a majority, and 2 parties are locked in basically a dead heat. Les progressistes conservateurs de Blaine Higgs obtiennent un siège de plus que les libéraux. Mais Brian Gallant s'accroche au pouvoir et tentera d'obtenir la confiance de l'Assemblée législative. Mais pour combien de temps? La réponse est entre les mains de l'Alliance des gens du Nouveau-Brunswick et du Parti vert. À l'automne 2018, le People's Alliance réalise un exploit et fait élire 3 députés, dont son chef Chris Austin. 3 sièges, c'est pas beaucoup, mais dans un contexte de gouvernement minoritaire, ça permet à l'Alliance de détenir la balance du pouvoir, donc avoir plus de leviers pour concrétiser sa vision politique qui s'attaque ouvertement au bilinguisme officiel de la province. It's just a mess. It's a complete failure. So if I have to be the lone voice in this House to say that bilingualism as it is today is not working, it's failed, then I will say that. New Brunswick is at a pivotal moment. Chris Austin est un ancien pasteur devenu politicien.
Il dit vouloir réparer un gouvernement brisé qui dépense l'argent des contribuables inutilement, par exemple en finançant du transport scolaire dans les 2 langues. Good afternoon. I was trying to reach Chris Austin. I had that card here in my hand, and oh, there it is, under my phone. Merci d'avoir appelé l'Alliance des gens. S'il vous plaît, laissez-nous un message détaillé et on vous fait un retour d'appel le plus tôt possible. Voyant la difficulté d'obtenir une entrevue avec M. Austin, je passe au plan B et j'essaie de joindre la députée de Miramichi, Michelle Conroy. Je lui explique qu'on souhaite avoir une discussion franche et civilisée à propos du bilinguisme et qu'on aimerait entendre une variété d'opinions sur la question, dont la leur. You have reached the office of Michelle Conroy. We can't take your call at the moment, so please leave us a message. Hi, is this Mrs. Conroy? Yes, it is. My name is Frederick. Regarding a documentary project, do you think that would be feasible? No, we talked about it with the caucus and stuff, and yeah, I don't think we'll do it at this time. Le parti néo-brunswickois People's Alliance s'est jamais caché pour dénoncer le bilinguisme pendant la dernière campagne électorale. C'est étonnant qu'il soit si frileux face à ma demande d'entrevue. Pour m'éclairer, je vais voir Pascal Rechnog, journaliste et chef de bureau aux affaires publiques pour l'Acadie Nouvelle. Il m'aide aussi à ventiler ma frustration. On essaie de les rejoindre, on veut avoir une entrevue avec eux, puis ça n'a pas l'air... Oui, à date, ça marche pas pantoute. Comme journaliste, c'est-tu quelque chose de familier pour toi? Mais ils sont disponibles pour les médias anglophones. On participe à des mêlées de presse avec Chris Austin, le chef de la People's Alliance. Il répond à mes questions. Mais des demandes d'entrevue, one-on-one, ça peut être plus compliqué avec eux. Leur base, c'est des anglophones, des régions anglophones. L'Alliance a probablement rien à gagner à vous parler à vous, comme ils n'ont probablement rien à gagner à nous parler à nous. Nous interrompons cette entrevue pour une annonce importante. La responsable des communications du People's Alliance nous rappelle. Hi, Fred. It's Laverne Stewart with People's Alliance. We have a francophone translator and French teacher. She is a member of People's Alliance. She would be prepared to be interviewed for the documentary. Andrea? Oui! Donc, à défaut de pouvoir m'entretenir avec le chef ou une députée de l'Alliance, je rencontre une de leurs employés. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce parti-là, qui veut, entre autres, mettre fin à la dualité? J'aimerais voir les écoles ensemble. Mon école, à Grand-Sault-Grand Falls, les écoles étaient combinées. Les francophones prenaient leurs cours en français et les anglophones prenaient leurs cours en anglais. Puis on entendait les 2 langues à travers l'école. Puis c'est là où les anglophones ont vraiment appris le français plus que n'importe où parce qu'ils l'entendaient partout, OK? Moi, ma famille était française, mais on était entourés d'anglais. Alors, à 3 ans, moi, j'étais bilingue. C'est en 1968 que le premier ministre libéral du Nouveau-Brunswick, Louis Robichaud, a déposé le projet de loi qui allait rendre la province officiellement bilingue, comme le recommandait la commission Laurendeau-Dunton. La province avait un mandat de faire tout le monde bilingue. C'est la seule façon que tu peux avoir tout le monde à être servi dans leur propre langue. Mais c'est allé à une autre direction. Ça a été à la direction de la séparation, au lieu de faire tout le monde bilingue. Je suis pour le bilinguisme, OK? Puis à cause de ça, peut-être je suis contre la dualité, je ne sais pas, là, OK? Mais moi, c'est juste dans le domaine de l'éducation. Si au Nouveau-Brunswick, c'est délicat de discuter des langues officielles, j'ai trouvé à l'autre bout du pays quelqu'un qui a tout de suite accepté de nous parler. So if I say bilingual Canada, you think of... I think of a lie, something that's false, something that's not true, because Canada's not a bilingual country. J.J. McCullough ne se gêne pas pour partager ses opinions de jeunes conservateurs gays et végétariens, sur Twitter, YouTube et dans des chroniques du Washington Post. It's a country that is officially bilingual. It's a country that has a bilingualism act, but it is in no practical sense a country in which French and English are equally spoken, which to me is what a bilingual society is. But it in no ways describes the reality of Western Canada. En Colombie-Britannique, en Alberta et en Saskatchewan, l'anglais est la principale langue parlée à la maison par 80-90% des gens. Moins de 1% des foyers de ces provinces utilisent principalement le français.
The idea that, that there are two official languages, that there are two sorts of Canadians whose sort of linguistic needs are more important than everybody else's, I just reject that premise. But any solution the government in the country would be by de facto unilingual English speaking? I think that you can have services that are accessible to the French-Canadian minority as numbers dictate, but I don't think that you can create this kind of like artificial construct in which you pretend that there's equal demand for French and English services across the country, and then thus we have to have, this bilingual ruling class, administering public services in British Columbia and Vancouver. That, to me, is preposterous. As Canada becomes more diverse, it is going to seem much more of an affront to democracy to exclusively reserve so much political power for this slice of the community, the French-English bilinguals, disproportionately white folks from back east, holding so much political power. That is not a recipe for a healthy democracy in the long term. Bon, peut-être quelques chiffres là, pour nuancer ce qu'on vient d'entendre. Si on considère l'ensemble de la fonction publique fédérale au pays, c'est un peu plus de 40 % des postes qui sont désignés bilingues, puis sont concentrés dans la région d'Ottawa.